Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce dernier épisode de la saison 8 de l'Imaginoire. Mais pas de panique, l'Imaginoire reviendra pour une 9e saison dès la rentrée de septembre. Ceci étant dit, si l'émission existe, c'est qu'elle est soutenue financièrement par la CAF Drôme, le moteur de recherche Lilo, et par un autofinancement de l'association Résonance. Cette situation financière est, je ne vous le cache pas, fragile. Alors pour poursuivre cette aventure radiophonique participative, nous avons besoin de vous. C'est pourquoi nous avons ouvert une caisse de soutien en ligne. Cette caisse se trouve sur le site Hello Asso et la page de l'association Résonance. Alors, sans plus attendre, rendez-vous sur le site Hello Asso, faites une recherche Association Résonance et sur notre page, vous aurez accès à la caisse de soutien en ligne. Résonance s'écrit, attention, R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Merci de votre soutien. Et au menu de cette émission de juin, une interview effectuée par Julia, une jeune fille croisée lors d'un précédent enregistrement et qui voulait se tester à l'interview. Alors ni une ni deux, après conseils techniques et prêt de matériel, Julia est repartie avec son micro et a réalisé ce que je pense être sa toute première interview. Et vous allez pouvoir écouter le résultat. Mais pour commencer, nous allons écouter le témoignage de Liam. Alors pour bien comprendre, je vous donne quelques éléments de contexte. Je débarque il y a quelques semaines sur Avignon pour une journée d'enregistrement. Ma journée débutait avec Dominique, un metteur en scène devenu déficient visuel. Nous vous diffuserons dans une prochaine émission son portrait qui vaut le détour, croyez-moi. Mais ce jour-là, Dominique n'était pas venu seul, puisqu'il était accompagné de Liam, son petit-fils de 8 ans. Liam a sagement patienté pendant que je cuisinais son grand-père. Et à la fin de l'enregistrement, j'ai proposé, puisque l'occasion fait le larron, de réaliser une interview en impro totale avec Liam que je ne connaissais pas. Et voici le résultat. Je m'appelle Liam, j'ai 8 ans et demi. Est-ce que t'aimes l'école ? Oui, pas trop. C'est quoi les matières que tu préfères ? Mathématiques et lecture. Ok, et qu'est-ce que tu n'aimes pas ? J'aime pas le français et faire autre chose. Et les devoirs ? Les devoirs, je les fais pas trop. Tu portes des lunettes, mais est-ce que tu peux m'en dire plus sur ta vue ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois pas ? Dis-nous. Je porte des lunettes parce que si j'ai pas mes lunettes, je vois totalement flou et même de près, je vois pas. Je vois pas aussi les mêmes couleurs que les autres. Je suis daltonien. D'accord. Donc le rouge, je le vois marron. Le marron, je le vois rouge. Le noir, je peux le voir rouge ou marron. Et le violet aussi, je le vois bleu. On est dans une classe, t'es plus ou moins proche du tableau. Alors maintenant, t'as des lunettes qui rectifient ta vue là. Mais comment ça se passe, toi, par rapport à... Est-ce que ça joue un rôle sur le fait que l'école, c'est assez dur. Déjà que moi, je vois pas le tableau parce que je suis au fond de la classe. Il veut pas me mettre devant à des problèmes de colère et à des problèmes... autre chose. Et du coup, c'est assez dur pour travailler. Et j'ai pas forcément très envie de travailler, donc je préfère aider les autres à travailler. Voilà. Alors il faut que tu m'en dises plus parce que là, pour moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Si tu as des difficultés à voir et que du coup, au fond de la classe, tu ne vois pas le tableau, pourquoi tu n'es pas devant dans les tables, tu sais, juste en face du tableau pour le voir? Parce que les maîtresses ne veulent pas me mettre devant, parce que apparemment je vais poser des problèmes. Du coup, ça doit pas tellement t'aider à t'intéresser au cours, effectivement. Oui. D'accord. Et toi, si tu étais plutôt devant, à mieux voir le tableau, tu penses que quand même ça aurait un effet bénéfique sur ton attention au cours? Oui. Et aussi, je verrai un tout petit peu mieux le tableau parce que j'en ai un filtre pour les malvoyants. Mais le filtre, il fait voir flou, même avec mes lunettes. Et pour le moment, il n'y a pas eu d'adaptation pour toi avec du matériel spécial, j'en sais rien? Non. Non, d'accord, ok.
Bah, c'est sûr que ça doit pas tellement te donner envie de t'intéresser à l'école si elle s'intéresse pas tellement à toi. Oui. On va sortir de l'école, d'accord? Parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Oui. Hein? Et qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de l'école? Bah, j'aime bien rester avec mes amis sur un jeu que j'appelle Fortnite et autres aussi, Roblox et tout. Parce que ces amis-là, eux, ils me soutiennent, ils sont gentils avec moi. Et du coup, moi, j'aime bien rester avec eux, jouer avec eux. Est-ce que ces jeux vidéo, ils ont fait l'effort de s'adapter à des gens qui ont des problèmes de vue? Oui, ils ont fait des réglages pour les gens qui ont des problèmes à la vision. Et donc ça te permet d'avoir une vie sociale, ce qu'on appelle nous les adultes une vie sociale, c'est-à-dire être en interaction avec d'autres gens grâce à ce jeu. Ouais. Parce que du coup, comment ça se passe avec tes camarades de classe? Avec mes camarades de classe, ils sont méchants avec moi, ils se moquent de mon handicap aux yeux et je me fais harceler. Voilà. Donc maintenant, j'essaie de m'adapter bien. Maintenant, je leur montre qu'il ne faut pas être comme ça avec moi. Ce que je fais, et c'est que je leur montre ce qu'ils me font ressentir. Je leur fais exactement les mêmes choses. Je leur pose dans les plantes, et voilà. Et ça, je le dis à mes parents aussi. Mmh. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire dans ce micro qui va être écouté par plein de gens, pour sensibiliser les gens à toi, ce que tu vis? Que les autres gens qui subissent la même chose que moi, qui restent forts, qu'ils ignorent les gens qui leur disent ça. Qu'ils essayent de ne pas écouter ce que les gens disent à propos de ça. Les gens qui se moquent et tout, qui restent avec des amis, que eux les soutiennent, leur disent du bien, voilà. Et est-ce que tu as quand même des soutiens dans des gens de ton âge autour de toi? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Une personne ou deux. D'accord. Et est-ce que tu parles du fait que tu vois pas très bien sur les jeux vidéo ou pas? Je leur en parle de ça. Oui, mais des fois, c'est un peu dur. Et eux, ils continuent à me soutenir, même si j'y arrive pas. D'accord. Même si on perd la partie, ils continuent à me soutenir. Parce que ça t'arrive de perdre des parties à cause de ta vue? Oui. D'accord. Et donc, malgré le fait que vous preniez des tôles, ça arrive, hein? Un jour on gagne, un jour on perd. Hein? Y a quand même une équipe qui reste avec toi. Oui. D'accord. Alors voilà, beaucoup de choses sont dites dans cette interview et on remercie Liam et sa famille pour leur confiance. Je me permets juste de poser une seule et simple question. En fait, j'aimerais qu'on m'explique comment en 2026, un élève de 8 ans doit gérer son handicap visuel au quotidien et en plus se retrouver au fond de la classe et subir du harcèlement scolaire. Quoi qu'il en soit, comptez sur nous pour vous tenir informés de la suite des événements. On attend bien sûr une évolution heureuse et rapide. Oui, on insiste un peu sur une évolution rapide quand même. Allez, on avance, vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, on diffuse maintenant la toute première interview réalisée en autonomie par Julia, et ça commence comme ça. Alors, je m'appelle Stéphanie Dumont, je suis, on va dire, non-voyante, parce que c'est une maladie évolutive que j'ai depuis que je suis petite, et qui maintenant fait que je ne vois pratiquement plus. Alors actuellement, j'habite à Carpentras depuis 14 ans. Alors j'ai exercé, parce que maintenant j'ai fait une pause là-dessus, mais pendant presque 20 ans, j'ai exercé le métier de musicienne intervenante, ce qui consiste à faire de l'éveil dans les classes des écoles et des crèches. Comment tu as choisi ce métier? Là, c'est un petit peu, pas par hasard je dirais, mais au fur et à mesure de mes pérégrinations dans mes études, c'est que j'ai démarré à faire des études de musicologie en fait, et petit à petit j'ai connu ce métier. Et après, à un moment donné, il faut bien choisir son orientation. Et c'était soit, il y avait le CAPES, mais ça, c'est tout ce qui est professorat, collège et tout. Et moi, j'ai, on va dire, pas trop d'affinité avec les ados.
Alors que là, ce métier, c'est plus pour aller sur les enfants de moins de 10 ans. Et ça me convenait. Et j'ai dit, au moins, j'allie avec l'enseignement, les petits et tout. Donc, c'est comme ça que petit à petit, je me suis orientée vers ce métier, en fait. En fait, à la base, c'est pas que pour de l'enseignement. C'est assez ouvert. Donc, on peut travailler aussi même en hôpitaux, dans diverses associations, milieu carcéral. Enfin, c'est très large. Donc, je me suis dit, au moins, ça me laisse une palette après, en fonction de ce que je veux faire. Plus large que de faire un CAPES et que cloisonner dans le professorat, en fait, voilà. Est-ce que pour toi, la musique, ça représente quelque chose de particulier ou... Disons que ça a été quand même une grosse partie de ma vie. Et là, c'est à la fois... alors même si pour l'instant, je pratique plus vraiment, parce que j'ai pratiqué longtemps, mais c'est toujours un plaisir et d'écouter, de chanter, de tout ce qui est en lien aussi, même avec la danse, parce que c'est un lien avec la musique. Voilà, j'ai toujours été attirée, même petite, je pense, et après d'en jouer. C'est quand même quelque chose de presque d'essentiel, voilà, je dirais. Est-ce que ça t'a aidé pendant ton enfance, le fait d'avoir la musique et... Je sais pas si je peux dire aider, parce que j'ai commencé quand même tard à jouer d'un instrument. Mais petite, j'aimais bien chanter ou danser. Enfin, voilà. Donc, après, aider dans le sens où c'est quand même agréable de chanter, même si on a toujours peur de chanter en public. Enfin, voilà, où on se fait plaisir pour soi. Et je me dis, c'est déjà important, même si à l'époque, on est petit, on s'en rend pas compte, quoi. Mais comme j'ai plutôt commencé adolescente à jouer d'un instrument, où là, j'ai appris d'autres choses et pareil, c'était un loisir et un plaisir. Et petit à petit, c'est comme ça qu'après, j'ai creusé pour en faire mon métier. Mais au départ, c'était pas du tout pour ça. C'était vraiment pour faire à loisir et se faire plaisir aussi. Voilà, quelque chose d'assez, je dirais, personnel. Parce que quand on joue d'un instrument, même si après, il y a des concerts et tout, à la base, c'est se faire plaisir aussi soi quand émotionnellement, on interprète de la musique, donc c'est assez intérieur, on va dire. Et alors, est-ce que tu as pu rencontrer des difficultés pour exercer ton métier ou dans tes études? Alors, disons que comme je suis un peu une génération ancienne, je dirais ça. Disons qu'il y avait toujours un petit peu... parce qu'on était peu nombreux à l'époque en tant que personnes handicapées et déficients visuels à faire des études supérieures, à aller travailler. Même si la musique, on se dit oui, c'est un peu le cliché, on va dire, quand on voit pas de faire de la musique. Mais dans la discipline dans laquelle j'étais, on était, même en France, il y a eu peu de personnes... déficiente visuelle dans le cadre de mes études. Donc c'était toujours la nouveauté et donc il faut toujours se débrouiller un peu parce que on met un peu les pieds dans le plat. C'est-à-dire que, alors on sait pas trop si ça sera possible. Voilà, j'ai essuyé aussi des refus, même lors de mes concours d'entrée, parce que la formation laquelle j'ai suivi était soumise à des concours et je sais que la première, moi j'étais un petit peu... remercier, on va dire, parce que c'était pour dire ce sera trop compliqué, c'est bien de faire des études, mais en gros là, pas pour ce métier, quoi. Donc il faut un peu se batailler quand même. Okay. Et est-ce que tu penses que ça s'est amélioré au fil des années? Alors, ça dépend des filières toujours, mais je vois que maintenant, et avec l'avancée des nouvelles technologies, qui a quand même fait un bond assez impressionnant là, depuis 20 ans, entre tout ce qui est informatique, maintenant les applis, les intelligences artificielles, etc., on a quand même des accès plus simples. Je dis pas que ce soit plus facile malgré tout dans tout ce qui est ouverture d'esprit des gens, mais malgré tout, je pense que quand même il y a des choses qui évoluent. Comme on dit maintenant, les jeunes qui arrivent maintenant, qui sont à l'école ou qui font des études, il y a peut-être plus de facilité au niveau avec Internet et tout ça, d'avoir au moins des accès à plein de choses qu'on n'avait peut-être pas à l'époque, il y a une 20-30 ans. Et dans la mentalité des gens, il y a quand même des choses qui évoluent. Et aussi dans la visibilité. Parce que maintenant, malgré tout, j'irais même personnes handicapées font des études supérieures, ont des métiers autres que les clichés de base à chaque fois, de rester dans l'accueil, le standard, des choses comme ça. Et même pour d'autres personnes avec autres handicaps, où ils osent plus aller faire des métiers qui n'étaient pas a priori dédiés et qui ils ouvrent. Enfin voilà,
on permet peut-être d'ouvrir les chemins pour d'autres encore qui arrivent, en fait. Donc, je pense que ça évolue lentement, mais ça évolue. En tout cas, les quelques personnes que j'ai pu rencontrer ont un peu plus la motivation et osent plus en se disant y a des difficultés mais c'est pas grave, on va y aller quand même. Puis comme je dis, il y a quand même des choses qui se sont il y a peut-être des facilitations par rapport aux accès de documents, etc., qu'il n'y avait pas avant. Donc ça permet de se dire au final c'est peut-être pas impossible, donc on va y aller et puis on essaye. Comme je dirais à l'époque, peu le font, mais on y va. Et puis si personne ne le fait, personne ne le fera jamais. Donc il faut bien aussi des premières fois. Là, j'ai encore entendu, c'est tout récent. Bon, c'est sur Paris, d'accord, mais une personne, par exemple, qui est non-voyante, qui a passé un diplôme de guide touristique. Ce qui est quand même assez fou. Donc je me dis, tout est possible. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire en compagnie de Stéphanie, l'interviewée, et Julia, l'intervieweuse. On reprend le cours de l'entretien avec un moment dédié aux loisirs et aussi sur la relation qu'entretient Stéphanie avec son chien guide. Qu'est-ce que tu exerces comme loisir? Qu'est-ce que tu fais? Toujours un peu en lien avec l'art, c'est que je fais plutôt tout ce qui est sculpture, modelage. Je fais du sport aussi un peu, je fais la natation, de la gym pilate et de la danse aussi, voilà, pour rester un peu dans le loisir, mais le côté qui touche quand même à l'art, c'est quand même quelque chose que je peux pas trop m'en défaire. Je vais assez régulièrement au cinéma, ou voilà, ça reste assez large, mais c'est quand même dans des ouvertures, ou visiter des expos, des concerts, aller à des concerts, voilà. J'essaye d'être au niveau culturel quand même. Je peux pas tout faire, hélas, mais au moins j'essaye un petit peu de rester aussi dans ce qui est du spectacle et voilà. Donc dans tes loisirs, tu peux quand même, t'as beaucoup de possibilités. Ou tu te sens quand même restreinte? Disons, par rapport à mon envie perso, je me sens restreinte dans le sens où parce que j'aimerais faire plein de choses et que après la mobilité fait que c'est pas toujours évident, ou des adaptations comme des transports adaptés ou quoi qui permettraient de sortir plus le soir, parce qu'il y a toujours, comme je dis, je peux y aller, mais le retour tard le soir, j'aime pas trop circuler le soir. Le soir, il y a plus de transport en commun de toute façon ici, parce qu'on est une petite ville. Puis après, c'est de trouver éventuellement des gens avec qui tu as des affinités pour partager des loisirs aussi, donc ça c'est pas toujours évident. Bon an mal an, j'arrive quand même à faire pas mal de choses, puisqu'à chaque fois on me dit que je fais beaucoup de choses, moi je le trouve moyennement, mais voilà. Donc je me dis, mine de, j'arrive quand même à garder l'équilibre, on va dire, quand même, avec des sorties culturelles ou pas, ou loisirs, ou des choses, j'arrive quand même à sortir quand même. C'est adapté. Comme je dis, ça avance lentement, il y a des choses qui se passent. Moi qui suis là maintenant à Carpentras depuis plusieurs années, je vois que les choses évoluent puisque la mairie essaye quand même de faire les choses, mais c'est toujours lentement et on est toujours le parent pauvre, on va dire, des budgets. Ils sont toujours alloués petitement, donc ils font, comme les travaux ça coûte toujours assez cher, les aménagements, donc les enveloppes sont vite épuisées et donc faut attendre plusieurs années avant d'avoir des choses. Mais je trouve que déjà malgré tout il y a une écoute en partie. Après, c'est une obligation d'avoir des aménagements au niveau de la voirie et tout ça. Mais quand même, je me dis, ça va bon an, mal an. Et, je trouve que c'est pas non plus la catastrophe. J'ai vécu pire ailleurs. Donc je me dis que pour une petite ville, ils s'investissent quand même un peu. Et on a la chance quand même d'avoir un cinéma qui a investi pour avoir l'audiodescription dans ses salles, ce qui n'est pas le cas encore en France dans beaucoup de lieux. Donc je me dis, on a quand même déjà cet avantage-là aussi où ils essayent, même là c'est à titre privé puisque le cinéma est indépendant, mais ils ont voulu ouvrir ça et je trouve ça super, quoi. Par rapport à ton chien, depuis combien de temps tu l'as et quelle relation tu t'entretiens avec lui? Alors moi, ça va faire 5 ans cet automne là, que je suis avec ma 3e chienne, parce que j'ai eu 2 chiens auparavant. On est toutes les deux fusionnelles. Je pense qu'elle a un caractère très protectrice et très attentive, on va dire. Elle est toujours avec moi, toujours à surveiller de ce qu'on me dit aussi par ailleurs. Elle me quitte pas des yeux d'une semaine. C'est que je sois à l'extérieur ou pas. Elle est tout le temps avec moi. Je sais que dedans, elle me suit absolument partout. C'est pas que je pouvais pas me déplacer auparavant, mais c'est quand même plus fatigant et plus difficile selon les trajets.
Il y a des moments où c'est plus complexe quand on circule qu'avec la canne. Et d'avoir un chien, il y a quand même... À la fois, il y a l'utilité dans la fonction d'être chien guide, et puis d'améliorer les trajets et tout. Et à la fois, c'est quand même une présence, une compagne. Enfin, c'est quand même... Heureusement qu'elle a été là, parce que voilà, j'ai vécu des périodes un peu compliquées là, ces dernières années. Et je me dis, elle n'aurait pas été là, ça aurait été pire, quoi. Donc je me dis, heureusement qu'elle était avec moi pour... m'a soutenue à sa manière, voilà. Je me dis au moins, même si c'était compliqué pour moi, je faisais l'effort pour elle, parce qu'il faut la sortir, il faut s'en occuper, il faut aller la promener. Enfin, donc je me dis au moins, il faut quand même être présent pour elle, et c'est au moins le minimum que je puisse faire, vu que tout ce qu'elle me rend comme service et comme présence. Voilà. Ok, c'est une source de motivation. Oui, exactement. Ouais. Et puis c'est quand même comme on dit souvent, c'est une boule d'amour, mais tous les chiens et les chats, voilà. Mais là, particulièrement, je pense que c'est pas un peu notre prolongement, mais c'est un peu ça, quoi. Quand on... Oui. Voilà, c'est pas qu'on peut pas circuler sans, mais quand même, il nous aide plus que grandement, quoi. Donc c'est hyper important. Oui, il devient un peu indispensable. Complètement, ouais. C'est vrai que c'est plus... Je peux sortir un peu sans elle occasionnellement, mais je veux dire, en général, je sors tout le temps avec elle, quoi. Donc on peut plus se dissocier, quoi. Et du coup, t'as senti la différence quand t'as pris un chien au tout début ? Oui, quand même, énormément, ouais. En fait, alors après, c'est moi en plus, je me motivais à me dire, mais il faut absolument, donc je m'obligeais à faire tellement plein de choses. Je me dis, la pauvre, ma première chienne, elle a fait je sais pas combien de kilomètres dans sa vie, parce que je faisais tout. Disons que je sortais beaucoup plus. Je m'obligeais en fait en plus en me disant oui, non mais il faut quand même qu'elle puisse travailler. Aujourd'hui, ça l'a pas fait, il faut que j'aille, machin. Donc je m'obligeais à faire plein de choses. Et à la fois, ça m'a apporté un confort aussi, d'être plus sécure en fait en sortie, en me disant ça me fait moins peur en fait. Enfin, c'est pas d'avoir peur de sortir, parce que j'ai toujours été à la canne pendant très longtemps, mais c'était plus de dire ça va être plus simple. Donc c'est plus facilitant, voilà. Donc c'était plus sympa de me dire ça me fait pas peur d'aller traverser la ville encore une fois pour aller juste aller faire une course ou quoi, alors qu'avant je me serais dit ouais quand même je vais encore mettre je sais pas combien de temps. Ça motivait plus. Donc j'ai vu la différence, et aussi on va dire dans la manœuvre, parce qu'il y a des choses dans les difficultés, on va dire, voilà, parce que à Carpentras on a beaucoup de rues en courbe, et quand on voit pas, on ne s'en rend pas compte. Et quand je devais faire certains trajets, je me retrouvais pas toujours là où je pensais devoir aller. C'était un peu plus compliqué, on va dire, alors que là, avec un chien, au final, on lui dit tout droit, puis que ça tourne ou que ça tourne pas, le chien, il va suivre sa trajectoire, et on est sûr d'être dans la bonne voie, en fait, voilà. Donc c'était plus simple quand même. Et donc c'est là où ça a été un peu la révolution, là. Après, quand j'ai eu la chienne, c'était plus simple dans les déplacements quand même. D'accord. Voilà, l'émission touche à sa fin. On a tout juste le temps de retrouver Stéphanie, qui va se charger de clôturer les interviews de cette 8e saison de l'Imaginoire, avec un petit message hautement important. Il faut toujours oser dans la vie, voilà. Même si c'est pas toujours évident et qu'il y a des fois des difficultés, malgré tout d'essayer ou de demander. Parce que je sais qu'il y a des fois des personnes qui se laissent un petit peu abattre, ou parce que se disent oh là là, c'est catastrophique quand on a un handicap ou une déficience visuelle particulièrement, de se dire on pourra plus jamais rien faire, alors que c'est pas vrai. C'est juste qu'il faut adapter, qu'il faut peut-être réfléchir à des nouvelles activités, ou à des activités qu'on va adapter, on va faire différemment, mais il y a toujours moyen de profiter de la vie quand même, voilà. D'accord. Ouais, merci. Merci à toi. Merci à Liam et à sa famille, à Stéphanie, à Julia, à Nadège et à Didier. Voilà, cette émission marquait la fin de la 8e saison de l'Imaginoire, mais pas de panique. L'émission reprendra bien du service à la rentrée prochaine. En attendant, vous pouvez réécouter les émissions précédentes en vous rendant sur le site de l'association Résonance, le résonance.media. Résonance s'écrit REZONANCE. Retrouvez-nous également sur Instagram à l'Imaginoire-8 Radio, ou sur Facebook ou YouTube en nous cherchant simplement par le titre de l'émission L'Imaginoire. Cette émission de radio est réalisée en étroite collaboration avec des gens touchés de près ou de loin par la déficience visuelle. Si c'est votre cas, contactez-nous et faisons ensemble via les réseaux sociaux cités plus haut, ou envoyez-nous un mail à l'imaginoire@lilo.org. Cette émission est soutenue par la CAF Drôme et on la remercie, le moteur de recherche Lilo, ainsi que l'association Résonance.
Mais nous avons besoin de plus de soutien pour faire perdurer et étendre les possibles de ce projet. C'est pourquoi une caisse est ouverte en ligne. On a besoin de vos dons. Rendez-vous sur le site Hello Asso, puis sur la page de l'association Résonance, je le répète, Résonance, REZONANCE. À septembre prochain pour une nouvelle émission.